Alors j'ai longtemps travaillé dans le textile, j'ai obtenu un diplôme de modélisme et de stylisme en France et après j'ai travaillé dans une industrie de textile, toujours en France. Et lors de la délocalisation du bureau d'études, enfin de mon poste en Europe de l'Est, eh bien j'ai décidé de commencer ma propre activité qui avait plus de sens avec mes valeurs. Et je voulais faire quelque chose qui soit lié aussi avec des besoins du territoire. Et j'avais besoin vraiment aussi de toucher, enfin de travailler une matière qui était naturelle. Alors moi j'ai cherché un tout petit peu ce que je pouvais faire et je me suis orientée vers la laine qui est une matière fantastique. Elle a énormément de propriétés et je me suis lancée là-dedans. Donc j'ai fait une petite formation sur le tissage et la teinture naturelle pour complémenter ma formation déjà dans le textile en tant que modéliste styliste. Alors le mot lainière c'est un mot un peu vaste. Alors il y a pas mal de métiers, je pense dans le mot lainière, il y a pas mal de tâches qu'on peut avoir, mais alors moi mon travail consiste à travailler la laine à partir de l'éleveur jusqu'au consommateur final, en tâchant bien de sous-traiter certaines étapes, voilà, parce qu'il y a des industries qui font très bien le travail et ça permet aussi de pérenniser des emplois et des industries qui sont en voie de disparition, telles que le lavage, le cardage et le filage que je ne fais pas ici. Et que je n'ai pas envie de faire parce que voilà, c'est trop de temps et je suis à des quantités qui sont assez grandes. Et le but c'est de monter aussi en quantité chaque année. Donc voilà. L'idée c'est de travailler en coopération avec plein de partenaires et de rendre le produit aussi beaucoup plus riche par ce biais-là. Alors, je n'utiliserai pas le mot concurrence, je pense que j'utiliserai plutôt le mot de partenaire. Alors aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui valorisent la laine, donc il y a tout intérêt à se mettre à plusieurs, à travailler ensemble et à faire des ponts entre les activités et à travailler sur des projets communs. Et je pense que plus on sera nombreux à proposer ce genre de produits et plus il y aura de monde intéressé et plus il y aura d'acheteurs. Alors la laine est commercialisée aujourd'hui dans 3 points de vente. Le premier est à Flers qui s'appelle C'est le Pompon, un magasin qui a été ouvert par Isabelle Martin. Le deuxième est le magasin appelé la Halte Paysanne qui est un magasin de producteurs à Saint-Georges-des-Groseilliers. Et le troisième dépôt de vente, ou dépôt de vente plutôt, c'est un magasin qu'on a ouvert avec 3 amies artisanes à Clécy. C'est un magasin d'artisans seulement ouvert 3 jours par semaine. Et voilà, c'est là aussi que je vends la laine. Et puis après je profite des marchés artisanaux et marchés organisés dans les festivals pour aussi vendre la laine d'avril à décembre. Mais le plus gros, la période où je vends le plus de laine, c'est vraiment entre le mois de septembre et le mois de février. Alors aujourd'hui j'utilise je fais cultiver l'indigo, alors l'Isastis tinctoria qui est un indigo d'Europe et je sais que l'indigo vous protège contre les UV. Après dans la culture j'ai aussi de la garance. La garance qu'on récolte seulement au bout de 3 à 5 ans et c'est les racines qu'on va exploiter. Et la racine a la capacité d'être antiseptique. Après on a le cosmos sulfureux, donc le cosmos sulfureux on en a là-bas. C'est une très belle fleur orange et elle est anti-inflammatoire. Et voilà, et puis après il y en a plein d'autres avec plein d'autres vertus dont je ne connais pas encore mais ce serait tardé. Donc la laine, une fois récoltée le jour de la fonte, donc de mai environ jusqu'au mois d'août, je l'envoie dans une laverie dans les Pyrénées, une laverie qui s'appelle Sibada, c'est à Nyon, en Ariège, qui lave du coup, alors l'année dernière on était à 1 tonne de laine, et après elle remonte dans la Creuse,
qui font le cardage et la filature. Et après, elle me revient en écheveau ici, à la ferme de la Berouette, où j'entame la tenture. Donc elle fait un beau trajet. Alors là, dans ce bac-là, on a mordancé la laine. Donc ça veut dire qu'on a en amont préparé la laine pour que la couleur après puisse tenir dans le temps. Donc moi j'utilise aujourd'hui la crème de tartre et la lame potasse. Après il y a pas mal de recherches qui sont en train d'être réalisées pour utiliser d'autres matières organique, donc voilà. Mais la lame potasse et la crème de tartre, c'est naturel et ça tient aussi très très bien dans le temps. Donc là, je vais tout enlever du bac pour après les intégrer dans les bacs de teinture. Aujourd'hui, j'utilise toutes sortes de plantes que je fais pousser à la ferme. Donc ça va à un arbre, à une petite fleur. À peu près 40% de mes couleurs proviennent de la ferme. Et après j'ai 60% de mes couleurs qui proviennent d'exploitation extérieure. Donc soit d'Asie, d'Amérique du Sud ou bien de France aussi. Là par exemple j'ai de la cochenille qui est élevée en Amérique du Sud. Donc c'est une cochenille qui pousse sur les cactus. Et lorsqu'elle a pondu ses œufs, elle meurt immédiatement. C'est à ce moment-là qu'on récupère le corps. Là on a du cosmos. Cosmos sulfureux qui donne du jaune et du orange en fonction de la quantité de fleurs qu'on va mettre. Après on peut obtenir d'autres couleurs comme le bleu qui est obtenu à partir de l'indigo. Donc là c'est le Polygonum tinctorium. C'est un indigo asiatique, mais sinon on a plein d'autres variétés d'indigo. Là on a la fameuse cochenille, donc ça donne ce rose. Après on peut avoir des roses beaucoup plus clairs comme celui-là. Et puis après on a le réséda. Le réséda ça donne du jaune. Alors là le jaune est très pâle, mais après on peut avoir des jaunes beaucoup plus intenses. On a le chlorophylle, donc ça c'est un vert très clair. Pareil, si on en met un peu plus, on va pouvoir obtenir des verts beaucoup plus foncés. Là on a de la garance. Et du campèche. Le campèche ça donne un violet. Donc le campèche ne pousse pas ici. C'est un bois de cœur que les luthiers utilisent beaucoup pour fabriquer leur instrument. Alors oui, si la recette a été bien respectée, les couleurs tiennent dans le temps, si la matière a été bien fixée en amont ou après la teinture. Souvent je fais référence aux tentures du Moyen-Âge celles qui ont encore des couleurs aujourd'hui, ce sont des tentures qui sont passées par la tenture naturelle. Donc c'est des tentures qui ont traversé plusieurs siècles. Donc c'est ça qui est super. Non seulement c'est une belle matière, enfin une belle couleur, ça a des vertus. Par exemple l'indigo, ça vous protège contre les UV. C'est pour ça que les Touaregs ils portent du bleu de la tête aux pieds, comme on en a parlé la dernière fois. Et en plus c'est résistant dans le temps. Mais voilà, il y a quand même un savoir sur la teinture naturelle et il y a pas mal de choses à respecter pour que ça tienne dans le temps. Alors là c'est de la laine, il y a un petit curon là de laine de couteau des marteaux, donc les moutons qu'on a été voir. Donc c'est une laine qui est assez propre parce qu'en fait le mouton elle a été à l'extérieur toute l'année. Donc on voit pratiquement pas de paille parce que voilà, elle passe pas son temps à la bergerie. Et donc ça c'est une laine assez longue, elle a une fibre assez longue mais très très feutrante, je sais pas si on peut utiliser ce terme là. Et donc avec ça on obtient ça et voilà. Voilà, ça c'est un plaid de feutre
qu'on réutilise après dans l'ameublement ou pour des accessoires de mode. Et du coup, là cette année, moi j'ai produit un produit qui s'appelle, fabriqué un produit qui s'appelle Réchauffe-moi les pieds. Donc voilà, c'est une semelle, hop, qu'on met dans les chaussures. Donc c'est un bon isolant thermique et ça retient toute la transpiration sans qu'on ait la sensation de moiteur. Ça c'est pour vous donner une petite idée. Après il y a une autre fibre, un autre type de toison qui est la toison à fibre longue. Donc voilà, là on va être sur quelque chose qui est moins feutré, avec une fibre plus fine aussi. Et avec ça, on va obtenir ce genre de fil là. Donc avec ça, on peut fabriquer plein de choses. Et si on le mélange avec une toison noire, j'en ai plus qu'une, hein, attention. Hein. Tout est parti à la filature. Voilà. Si on met une toison noire, on obtient du gris. Donc là j'ai mis à peu près 40% de gris dedans. Donc voilà, c'est magique.